Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce dernier épisode de la saison 2 du réseau de mon réseau. Après avoir voyagé entre l'Anjou et la Mayenne tout au long des épisodes précédents, c'est entre Nantes et Rennes que les micros de Parole et compagnie se posent aujourd'hui, à la rencontre d'Aurélie Bezenval qui clôture en beauté, je n'en ai aucun doute, cette série de portraits radiophoniques de celles et ceux qui font l'ESS. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, petit astérisque à l'attention de celles et ceux qui découvriraient cette saison 2 directement à travers l'épisode du jour. Rapide récap, nous avons posé les bases de la définition de ce qu'est l'ESS grâce au partage de Simon Écuyer, directeur de l'IRESA à Angers, puis nous avons découvert 3 structures mayennaises à travers les témoignages de Françoise Charles, Cyril Coupet et Yann Biozin, respectivement en responsabilité dans le futur tiers-lieu Level, à Laval, ça c'est Françoise, dans la coopérative d'activité et d'emploi CODEM, ça c'est Cyril, toujours à Laval bien sûr, et enfin au sein de l'association POC, dont Yann assure la direction, l'association POC qui gère notamment le lieu de musique actuelle, le 6x4, à Laval toujours, et le festival des 3 éléphants, parmi tant d'autres. Retour en Anjou avec la voix de Clémence Ménard dans le dernier épisode qui a partagé son expérience professionnelle, notamment au sein de la CAE OSE, coopérative d'activité et d'emploi toujours, spécialisée dans l'accompagnement d'entrepreneuses et d'entrepreneurs du domaine culturel et créatif. Chacune à sa manière a brossé le portrait de ce qu'est, devrait être et sera l'ESS, en appelant de ses vœux un changement de paradigme permettant de placer au cœur de nos sociétés cette vision d'une économie au service de la sobriété, de la coopération, une vision furieusement humaniste du faire ensemble et vivre ensemble. Et furieux, furieuses, ils et elles le sont sans aucun doute, et ce ne sont pas les seuls, et à raison, alors que l'État annonce des coupes drastiques dans les budgets alloués au développement de l'ESS, notamment. Budget, a priori, indispensable à la survie du secteur de l'ESS. Alors j'ai très envie de te poser cette première question, Aurélie, juste après t'avoir salué évidemment. Donc, bonjour Aurélie, merci de te joindre à la joyeuse bande de cette saison 2. Bonjour. Eh bien, bienvenue au micro. Alors je précise tout de suite qu'on nous sommes en visio. Ma première question est donc la suivante. À quel point te sens-tu furieuse dans le contexte actuel et face à ce qui semble se profiler à l'horizon pour le secteur de l'ESS ? Alors, écoute, moi je suis furieuse. Moi j'utilise plutôt le mot en colère depuis très longtemps déjà. Donc j'ai envie de dire que ces nouvelles ne sont pas si nouvelles pour moi. C'est des choses qu'on sent poindre depuis déjà fort longtemps. L'attaque du service public en général, l'attaque des différents secteurs d'activité qui ont pris le relais en fait depuis quand même déjà fort longtemps de ce service public qui est attaqué. Bon, évidemment le secteur culturel dont moi je fais partie, mais aussi plus récemment le secteur de l'environnement dont je fais partie aussi. Enfin, j'estime que je faisais partie de ces secteurs aussi quelque part avant. J'en parlerai sûrement dans ma conception justement de la culture et de l'ESS. Et donc du secteur de l'ESS en général. Voilà, après je suis aussi un petit peu en colère parfois sur les argumentaires en fait qui sont choisis que je ne trouve pas forcément toujours être les plus adéquats. Notamment justement sur cette manière de répondre souvent sur le secteur uniquement de l'économie, en oubliant les valeurs et la société pour lesquelles on se bat, et ce pourquoi finalement on s'ancre, je pense, tous et toutes dans les valeurs de l'ESS, qui portent une vision politique de l'économie, et donc faire attention à la manière dont on affûte nos arguments pour répondre à ces attaques en les décalant et en ne se plaçant pas sur le même point que nos détracteurs. Alors des arguments, on va en entendre tout au long de l'épisode, comme dans les épisodes précédents. J'ai choisi de cette thématique de l'ESS pour justement avoir de la matière concrète. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des voix de personnes engagées, ce que vous êtes tous et toutes à votre endroit et à votre manière. Et puis aussi d'avoir des illustrations de ce qu'est l'ESS et comment elle existe déjà dans nos vies. Ce que dit Clémence notamment, tu entendras tout à l'heure sa définition, en tout cas une partie de la définition qu'elle en a faite dans l'épisode précédent. Juste avant, si tu es d'accord, on va écouter sa voix qui te présente toi, Aurélie, et les raisons pour lesquelles elle t'a choisi comme Madame F, la dernière invitée de la saison 2. On va écouter Clémence qui te présente à sa manière, tu pourras évidemment compléter par la suite, et puis qui a un petit message à ton attention. La personne vers laquelle je te renvoie, c'est Aurélie Bezenval, que j'ai rencontrée par la coopérative OSE. Et on s'est rencontrés parce qu'on organisait un tour de table entre Osiens, on s'appelle Osiens, sur la question des politiques culturelles. Et puis chacun on parlait de ce qui nous intéressait ou ce qui était au centre de nos préoccupations actuellement. Et Aurélie nous a partagé
tout son travail autour des droits culturels, qui est une notion qui existe depuis de nombreuses années, mais moi j'ai découvert à ce moment-là, donc il y a 2 ou 3 ans. Elle commence à nous parler de cette question de la culture au sens anthropologique du terme, de la manière dont la culture, c'est pas seulement notre manière, voilà, de démocratisation culturelle, enfin la manière dont on voit aujourd'hui la culture. Et elle a développé ça avec plein de choses. Enfin voilà, suite à ça, moi je suis allée lire plein de livres, je l'ai recroisée, on a échangé sur plein de choses et j'ai eu l'impression que c'était comme voilà, un moment on voit même quand on va voir on lit un livre où on rencontre une personne là qui nous crée l'envie d'aller être curieuse, d'aller explorer un nouveau champ. C'est comme si elle avait il y avait des broussailles et puis là elle m'a dit tiens, tu peux passer par ce petit chemin là aussi, tu vois, il y a plein de trucs super. Et c'est ce que j'ai fait et en fait ça m'a vraiment inspirée. Je pense qu'aujourd'hui même, je pense souvent à elle. Souvent même sur LinkedIn, je la suis parce qu'elle est passionnante. Elle a toujours plein de centres d'intérêt, voilà, ou de choses qu'elle va partager qui sont passionnants. Et du coup, je la remercie pour ça parce que ça fait partie des gens comme ça qui sont des petites lumières sur le chemin quand on avance et qui nous ouvrent aussi d'autres champs d'intérêt, voilà, qui aujourd'hui moi me passionnent et sur lesquels je continue à être en recherche aussi. Et du coup, pour moi, Aurélie, c'est une chercheuse. À la fois, elle est chercheuse et à la fois, elle est actrice sur le terrain en faisant des choses concrètes. Et pour ça, c'est quelqu'un de vraiment inspirant. Qu'est-ce que je vais te dire, Aurélie ? Je vais te dire que c'est un plaisir de te voir à chaque fois que je te croise. Et merci pour cette lumière là que tu m'apportes à ce moment-là. Et puis, je continue sur ces chemins, ces moments de recherche aussi, jamais trop loin. Donc, au plaisir de te voir bientôt et de croiser aussi nos projets. Voilà, les mots de Clémence qui te présente aux auditeurs et auditrices du réseau de mon réseau. Je te laisse réagir comme tu l'entends à ces mots. Je suis super touchée déjà. D'abord parce que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Clémence. On se connaît pas très bien, mais on s'est croisés quelques fois et je trouve aussi que c'est une personne formidable. Et puis, c'est touchant ce qu'elle dit. Donc, voilà. Et puis aussi, ça me touche parce que je pense que c'est quelque chose que j'essaye effectivement de mener, en tous les cas, cette question de la recherche, de jamais s'asseoir sur ses acquis, de jamais être sûr non plus, de toujours douter, de toujours se remettre en question, ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et en même temps, à travers ces recherches aussi, ce qu'on trouve, comment on le met en place, comment on le met en œuvre. Parce que c'est bien de chercher, mais c'est bien la théorie, mais c'est parfois difficile de le mettre en œuvre dans la pratique. Donc voilà, je suis touchée. Et puis je suis super contente aussi si je l'ai ouverte au droit culturel parce que moi, c'est d'autres qui m'y ont amenée et ça a été aussi vraiment une grande lumière pour moi, ces droits culturels et une voie que je ne cesse d'explorer jusqu'à maintenant et qui continue de m'enrichir et de me guider encore aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot des droits culturels, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, comme moi, ne voient pas exactement à quoi cela fait allusion ? Alors, les droits culturels, je vais en donner aussi un petit peu ma définition, en tous les cas, parce que c'est une définition qui est large. Enfin, il y a quand même des consensus. Mais en tous les cas, pour moi, c'est surtout l'idée que toute personne est porteuse de culture. Et que, à ce titre-là, elle est porteuse de culture, de savoir-faire, de savoir-être, et qu'elle doit être considérée comme telle, et qu'on doit reconnaître ces personnes comme étant des acteurs et des actrices majeurs de la société, de nos sociétés, de la construction et de l'évolution de nos sociétés. Du coup, ça vient remettre en perspective toute déjà la notion de culture. Qu'est-ce qui nous permet de construire nos identités culturelles, comment nos organisations sociales, gouvernementales, démocratiques en tous les cas nous permettent de le faire, nous mettent à disposition les conditions pour pouvoir construire ces identités plurielles et remplies de diversité aussi, et de reconnaître l'ensemble de ces diversités. Voilà, c'est très lié aussi à la notion de diversité culturelle. Et puis après, ça vient poser plein de questions pour moi en ce moment, dans la question aussi de
des droits des peuples et notamment sur les enjeux d'environnement que je travaille plus depuis quelques temps maintenant, puisque dans ma nouvelle mission, je travaille sur des problématiques environnementales et notamment celle de l'eau. Comment ces droits culturels viennent aussi interroger les problématiques environnementales. Comment, en tous les cas, on arrive à prendre conscience que nos problématiques environnementales sont des questions éminemment culturelles à la base. Et comment ça nous amène aussi à re-questionner ce lien entre nature et culture. Enfin, voilà, après, c'est un vaste sujet. Mais voilà ce que je pourrais en brosser comme ça, ce qui me vient là tout de suite maintenant. Après, c'est plein de choses. Et puis, je suis un petit peu malade. Mais voilà, ça pose en tous les cas ces grandes questions de la reconnaissance des personnes, de leur identité culturelle et de leur capacité aussi à participer à la vie de leur territoire. Donc, toutes ces questions aussi de la démocratie culturelle. Tu as évoqué les nouvelles missions qui sont les tiennes à travers donc un nouveau poste, si je comprends bien. Est-ce qu'on peut commencer de ce nouveau poste et puis revenir un petit peu en arrière sur des éléments de ton parcours que tu trouves éclairants sur voilà ta prise de parole d'aujourd'hui? Moi, je suis maintenant chargée de mission eau et culture. Donc c'est un nouveau, enfin c'est le dernier né dans les postes, je crois, créés au sein de cette association, cet axe-là de la culture qui a été créé un tout petit peu avant mon arrivée. Et en fait, ce poste pour moi c'est un peu une synthèse de mon parcours finalement. Parce que c'est la manière en fait d'envisager, comme je viens de le dire sur la définition des droits culturels, c'est-à-dire c'est la manière vraiment d'envisager la culture de manière transversale et intégrée. Donc comment la culture participe en fait au développement de nos territoires, comment est-ce qu'elle contribue à interroger les problématiques des territoires, les problématiques de société. Comment aussi, pour moi plus particulièrement en tous les cas, elle vient interroger ces questions de transition écologique qui sont liées, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi très fortement à la question de transition sociétale finalement. Et comment ces questions de transition écologique, elles viennent interroger nos modèles de développement, nos modèles de société, et que ces modèles sont avant tout des modèles culturels. Et on croit souvent qu'on vit dans un monde capitaliste et qu'on ne pourra jamais en sortir parce qu'il est comme il est et qu'il n'y en a pas d'autres qui existent, mais il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres après, ça c'est sûr. En tous les cas, moi j'en suis intimement persuadée, puisque ce modèle capitaliste n'est rien d'autre qu'un modèle économique et qu'un modèle, une idée, une histoire qu'on s'est racontée, que certains en tous les cas se sont racontés à une époque et qui s'est inscrite dans nos identités, dans nos modes de vie, dans nos manières de penser nos échanges entre humains, aussi avec les autres qu'humains, avec notre environnement. Et tout ça va changer parce qu'on va aussi devoir changer de rapport culturel au monde et aussi aux vivants que nous sommes entre nous et aussi avec d'autres vivants qu'il va falloir que nous apprenions ou réapprenions à considérer d'une autre manière. Donc voilà, donc du coup c'est un peu la synthèse de mon parcours, je disais, parce qu'en fait moi à travers finalement toutes mes expériences professionnelles, je me rends compte que la culture c'était avant tout un levier pour rencontrer des gens et des territoires et des enjeux aussi de société ou des enjeux professionnels ou de secteur, je sais pas, je pense la science, par exemple, moi j'ai travaillé avec des compagnies de théâtre, art sciences, j'ai travaillé aussi dans des musées, donc j'ai été amenée à travailler sur des expositions sur la réintégration du loup dans les Alpes, par exemple, ou sur l'histoire aussi, parce que j'ai travaillé sur des projets de la préhistoire, donc voilà comment les sociétés évoluent, comment on n'a pas toujours été dans ces sociétés-là. Et comment on n'y sera pas toujours non plus. Et puis des territoires aussi, des identités culturelles de territoire. Comment est-ce que moi, ça m'a permis de rencontrer des identités régionales, jusqu'à récemment la Bretagne, dans laquelle vraiment je suis tombée amoureuse de cette région et de son identité très forte, culturelle. Et comment elle porte les personnes qui vivent et les personnes qui y arrivent aussi. Donc voilà, c'est cette partie-là. Et puis du coup aussi à travers tout mon parcours, la manière dont ces projets viennent questionner ces enjeux de participation aussi des habitantes et des habitants
de relations aussi entre les différents acteurs d'un territoire, et donc ces enjeux de démocratie culturelle, et de droits culturels aussi, quoi. Voilà, que j'essaye de travailler au sein de ce nouveau de cette nouvelle activité. Concrètement, ça ressemble à quoi une journée type, s'il y en a, ou est-ce qu'il y a une mission parmi toutes celles qui sont les tiennes qui est vraiment révélatrice de tes actions concrètes sur le terrain? Est-ce que tu as un exemple spécialement révélateur? Alors non, j'ai pas du tout de journée type, ça n'existe pas, et heureusement, parce que je pense que sinon je me serais enfuie en courant. Je pense que je déteste les journées types, et je peux parler tout. Ça fait 1 an en fait que je travaille dans cette association, et ça fait 1 an que j'essaye de définir aussi un cadre d'action et un protocole d'action. Et du coup, ça fait 1 an que je travaille avec des partenaires de la science et de la société civile, enfin du secteur scientifique plutôt, de la recherche, quoi, et de la société civile, donc évidemment au sein de l'association et puis dans les associations qui sont partenaires, et aussi des collectifs citoyens et des structures culturelles. Voilà, j'ai essayé de réunir comme ça un certain nombre d'acteurs de ces différents champs autour dans le cadre d'une recherche-action-création, ce que j'appelle une recherche-action-création en tous les cas, qui permet en fait dont l'objet est de questionner la manière dont l'approche culturelle de l'eau et des cours d'eau peut nous donner des leviers et des moyens d'action pour mobiliser les habitants et les habitantes et les acteurs des territoires autour de cet enjeu de la protection de l'eau. Et comment est-ce que cette approche culturelle va venir finalement aussi amener des nouveaux sujets sur la table, ces questions de relations vivantes, de relations au territoire, de sortir de la notion de territoire décor et de territoire support pour aller plutôt dans une notion de territoire relation dans les instances de gouvernance de l'eau, et puis aussi comment ça pose la question de la participation, c'est-à-dire qui participe à ces instances, quels sont les sujets et les orientations en fait qu'on donne à ces politiques de l'eau, voilà, qui sont aujourd'hui très techniques, et c'est très important aussi qu'elles soient techniques. Il y a des enjeux évidemment de qualité et de quantité d'eau, mais il y a aussi tout un pan qui va aider finalement aussi à faire avancer ces enjeux techniques, qui est un pan plus culturel ou socio-culturel. Voilà, ça c'est un peu le projet sur lequel je travaille et qui va vraiment démarrer de manière plus opérationnelle à partir de l'année prochaine. Alors j'ai 3000 questions à te poser, mais le format du réseau de mon réseau ne le permet pas, puisqu'on cherche à garder un format de 30 minutes environ, peut-être dans d'autres moments, d'autres circonstances. Tu vas entendre la voix de Clémence à nouveau, qui cette fois parle de l'ESS, Économie Sociale et Solidaire, toujours, et tu verras que ce qu'elle en dit fera écho avec des éléments que tu as nommés tout à l'heure, donc c'est assez intéressant. Tu ne l'as pas entendu à l'avance, je préfère le préciser aux auditeurs et auditrices. Donc on écoute Clémence, et puis nous écouterons ta définition, ta vision de ce qu'est l'ESS. Voilà, peut-être, j'espère d'une manière encore différente et encore complémentaire à celles au pluriel qui ont été partagées par tes prédécesseurs et prédécesseuses. Je te propose d'écouter Clémence, puis de rebondir, enrichir dans 1 minute et 30 secondes. On écoute Clémence. L'économie sociale et solidaire, elle amène une biodiversité de la même manière qu'en environnement, on a besoin de biodiversité. On peut pas... Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a besoin d'alternatives ou qu'on a besoin de les montrer, en fait, parce que ce qu'on montre, c'est que le capitalisme ou le néolibéralisme a invisibilisé toute cette diversité qui existe dans le secteur, dans l'ESS. Et c'est ça qui me semble indispensable, en tout cas. Du coup, je te partage mon petit nuage de mots. Grand plaisir. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, de nombreuses fois, j'ai dû dire qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, et que des fois, en fait, dire des mots concrets, ça aide. Dans économie sociale et solidaire, il y a monnaie locale, il y a tiers-lieux, chantier d'insertion, ressourcerie, association, coopérative, épicerie solidaire, commerce équitable, agriculture bio, réciprocité, utilité sociale, coopération, mutualisation, commun, circuit court, solidarité, démocratie, initiative citoyenne. C'est un peu mélangé dans le fond, la forme, mais en tout cas, c'est pour dire certainement tous,
quelque part, on est dans l'économie sociale et solidaire, mais on le nomme pas toujours. Moi, je me suis pas toujours identifiée faisant partie de l'économie sociale et solidaire, comme le disait Cyril dans l'épisode numéro 3. Mais sûrement, voilà, on est tous, en tout cas, on la voit tous, elle est autour de nous et elle vient, alimenter cette biodiversité dont je parlais tout à l'heure. C'était les mots de Clémence, qui parle de biodiversité invisibilisée, je trouve ça intéressant, par le capitalisme et le néolibéralisme, ça fait écho à ce que tu disais aussi tout à l'heure. Ce qui me rassure, c'est que tu as dit tout à l'heure, tout ça va changer, et ça m'intéresse beaucoup comme phrase. Est-ce que tu veux bien compléter ce qu'en a dit Clémence à ta manière, et puis tu seras la dernière à prendre la parole sur cette thématique dans cette saison, peut-être un peu, nous livrer une vision très politique, très politique au sens noble, hein, évidemment, de ce que serait une société dans laquelle l'ESS n'est pas seulement une économie à la marge, mais plutôt une économie au centre du vivre ensemble et du faire ensemble, ce que je disais en intro. Je sais pas si je suis clair dans ma question, mais voilà, je te laisse nous partager aux auditeurs, auditrices et à moi-même ta vision de tout cela. Alors, elle a dit plein de choses. Elle a dit plein de mots déjà, Clémence. Moi, ce que je pourrais peut-être ajouter, en tous les cas, de mon point de vue, c'est que déjà, je la rejoins sur le fait que moi, j'ai fait de l'ESS sans le savoir. C'est-à-dire que en fait, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ESS, notamment parce que j'ai croisé cette notion dans mes recherches justement et dans les réseaux dans lesquels j'ai pu travailler, que je me suis dit mais c'est quoi l'ESS et tout ça. Et c'est assez significatif parce que dans le monde culturel, il y a finalement plein de gens qui se reconnaissent pas vraiment des acteurs de l'ESS alors qu'ils le sont, ou alors ils le savent parce que c'est des associations, mais bon, à part le fait qu'on reverse pas nos dividendes au grand capital, de toute façon, on n'en a pas de dividendes, donc c'est quand même un peu le b.a.-ba, mais ça, c'est un peu facile de dire qu'on fait de l'ESS comme ça dans la culture, puisque vu qu'on n'a pas d'argent, c'est pas vraiment la question du capital qui se pose, j'ai envie de dire, donc c'est plus justement les mécanismes. Et donc voilà, en fait, quand j'ai lu effectivement les grands principes de l'ESS, je me suis dit que j'en faisais sans le savoir et que finalement c'était surtout une vision politique de l'organisation de nos sociétés, de la manière de faire ensemble, puisque ça intéresse beaucoup les questions de gouvernance aussi pour moi, l'ESS, de partenariat, de tissage de liens sur les territoires sur lesquels on agit, d'égalité aussi dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, de considération des différents acteurs qui composent un territoire et qui en font la force vive, et comment tout ça se met en ordre de marche. C'est aussi des endroits d'expérimentation de nouveaux modèles justement, et en ça c'est très riche, même si il y en a qui se cassent la figure ou qui sont pas complètement abouti, mais en tous les cas, ça a au moins le mérite d'expérimenter. Et c'est vrai que, ça rebondit sur ce que disait Clémence et sur ce que je disais aussi un petit peu, c'est qu'on pense toujours on est dans un modèle. On s'interroge même plus pour savoir si c'est un modèle. C'est comme si c'était comme ça qu'on devait fonctionner, qu'on devait échanger les uns avec les autres. Alors qu'en fait, il y a plein de manières d'échanger et que tient qu'à nous de les réinventer. Et l'ESS, c'est une voie, en tous les cas. Et c'est une voie qui, je trouve, qui est assez intéressante parce que plus qu'un modèle, finalement, elle propose justement une alternative. En tous les cas, un possible autrement. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour moi. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire que pour moi, l'ESS, c'est surtout une manière de réinterroger politiquement ce que c'est que l'économie et de remettre du politique dans l'économie. Parce que c'est peut-être aussi ça, le capitalisme, c'est que c'est comme si on avait séparé l'économie du social. Alors que en fait, on voit bien que l'économie a de grosses conséquences sur le social. Donc, c'est quand même vraiment une grosse blague, cette histoire. Et l'ESS ne se ment pas là-dessus. Voilà, l'économie, ça a des conséquences sur nos organisations, sur nos rapports les uns avec les autres, sur ces questions de solidarité et de société et de modèle. Une société qui mettrait en tous les cas l'économie sociale et solidaire au centre dans le futur. Déjà, ce serait une société de la diversité. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas qu'un seul modèle. Il y aurait plein de modèles. Ça veut dire qu'on chercherait parce que c'est en lien avec la démocratie. Et moi, j'ai appris
il y a pas si longtemps, en tous les cas. J'ai compris, quelqu'un a dit cette phrase qui m'a marqué et qui m'accompagne depuis, c'est que la démocratie, c'est gérer les désaccords, en fait, quoi. Et en fait, on sera jamais d'accord. C'est un leurre, c'est les dictatures qui mettent tout le monde d'accord. Donc, finalement, l'ESS, c'est pareil. C'est pas l'idée qu'il y ait un seul modèle économique. Peut-être que selon les situations, il y a plein de formats, il y a plein de modèles à trouver, à inventer et à articuler entre le local et le global. Donc, c'est tout ça qu'il faut trouver. Et effectivement, c'est comme la biodiversité. C'est voilà ce que moi, je suis dans des histoires d'eau, et dans l'eau, l'association pour laquelle je travaille, elle s'appelle Eau au singulier et rivière au pluriel, parce que finalement on a tous notre rivière, mais on n'a qu'une seule eau en commun, et donc comment on la gère à notre échelle, à notre localité, mais comment on la gère aussi tous ensemble. Et on va peut-être pas la gérer de la même manière à notre endroit. Ici, la Loire, là-bas, la Vilaine, encore ailleurs, le Bélon, que sais-je. Enfin, en France, en tous les cas. Et puis, en même temps, il y a une seule eau, et c'est la même qu'on va retrouver dans le Nil, dans le Mékong, et dans tous les océans. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour gérer à la fois ces diversités et en même temps ce commun. Et pour moi, c'est un peu ça, l'ESS, quoi. Continuer de se questionner et d'expérimenter. Merci pour cette définition qui vient, je trouve, apporter en tout cas, proposer une belle synthèse de tout ce qui a été dit à ces micros. J'invite donc les auditeurs auditrices s'ils le souhaitent, à découvrir les épisodes depuis le premier avec Simon Écuyer, directeur de l'IRESA Angers, jusqu'à celui-ci. Alors s'ils entendent ces mots, c'est qu'ils sont en train de l'écouter. Donc en tout cas, d'écouter celui de Clémence Ménard juste avant. Dans le réseau de mon réseau, il y a une question qui est vraiment rituelle, qui revient à chaque fois, qui était le cœur de la saison 1, mais qui revient aussi en saison 2, de manière un petit peu plus succincte sans doute, en tout cas en termes de réponse, c'est la vision du réseau. Est-ce que tu peux... donc nous, on se rencontre grâce à Clémence, et je le remercie beaucoup, parce que je passe un moment, je trouve ça hyper intéressant, tout ce que tu dis. J'ai vraiment maintenant 6000 questions à te poser, mais ce sera forcément en dehors de ce podcast. Quelle est ta vision du réseau, à quoi il sert, et comment on le fait vivre? Comment on le rend vraiment vivant? Alors moi, ma vision du réseau... c'est une drôle de question, parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai toujours été dans des réseaux. J'ai l'impression de vivre en réseau. J'ai même l'impression que mon cerveau est un réseau et que je pense en réseau. Donc, voilà. En plus, j'ai travaillé dans les réseaux et j'ai trouvé que c'était génial. Ça m'a vraiment nourri. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que un réseau? Un réseau, c'est de l'enrichissement, c'est du partage d'expériences, du partage de compétences, c'est de la mise en lien, c'est le monde qui est en réseau, quoi, de toute façon. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est vraiment avant tout aussi pour moi de faire des ponts, de l'interconnexion. Et par contre, pour moi, c'est aussi très important qu'un réseau soit pas fermé, et que en fait le but d'un réseau, c'est le lien, et donc c'est aussi de faire des connexions entre des personnes qui peuvent comme ça, a priori, ne pas se rencontrer ou ne pas avoir de choses à faire ensemble, sauf si une autre personne intermédiaire va venir faire ce pont. Et souvent, ça donne des choses vraiment hyper riches. Donc voilà, le réseau, c'est à la fois des réseaux entre pairs pour se renforcer, et en même temps, toujours des nouveaux réseaux à créer pour se diversifier et s'enrichir. Et peut-être on peut prendre la métaphore que je sais d'avance, je ne vais pas la réussir, mais des réseaux d'eau, des voies d'eau qui se rejoignent les unes avec les autres, pour toutes se rassembler. Comme tu dis, il y a une seule eau, et dans réseau il y a eau d'ailleurs, j'y pense en le disant, mais je trouve ça assez intéressant de clôturer aussi cette saison 2, et qui explore de toute façon la question du réseau avec toi, et tout ce que tu viens de dire précédemment sur
Voilà, le réseau de l'eau et tout ce que ça vient dire d'un territoire et permettre, etc., etc. Voilà, c'est un peu bancal, encore une fois, ce que je dis. Je suis pas malade pourtant, mais j'ai plein d'idées en tête, donc j'essaie de synthétiser. Nous sommes donc sur le dernier épisode de la saison, donc malheureusement, tu n'auras pas l'occasion, malheureusement pour moi, et pour toi aussi sans doute, de m'envoyer vers une nouvelle personne ressource. Si ça avait été le cas, vers qui est-ce que éventuellement tu m'aurais envoyé? Et puis la question que je t'ai demandé en préparation de l'émission, c'est, à défaut d'une personne, peut-être de lieux ressources ou de lecture ou de documentaires, voilà, d'éléments dont les auditeurs et auditrices pourraient se saisir, comme le faisait Clémence, qui parle de toi quand même, je le cite, comme une petite lumière sur le chemin. Alors je te propose d'être la petite lumière sur le chemin d'autres personnes à travers de nouvelles recommandations. Voilà, libre à toi d'en nommer autant que tu veux. Oh là là, bah autant que je veux, non, il y en aurait trop, je saurais même pas par où commencer. Il y a tellement de personnes. Ouais, c'est difficile en tous les cas, parce qu'en plus du coup, j'avais plutôt réfléchi à un ouvrage à donner, une personne vraiment. Bah, vu qu'on est sur ces questions de l'ESS en tous les cas, moi je t'aurais orienté vers Patricia Koller, qui est la déléguée générale de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, avec qui j'ai travaillé du coup, puisque j'ai travaillé pour l'UFISC pendant un an et demi, et qui est une personne que je trouve très inspirante, et voilà, qui aurait énormément de choses à partager, évidemment, sur ces questions avec toi, avec nous. Donc voilà, bah si tu réouvres un autre, tu pourras peut-être te tourner vers elle en tous les cas. Et pour le plaisir du jeu de mots, ça bouclerait la boucle avec le tout début de notre échange au temps de la colère et de l'aspect furieux. Et tu as dit, je dirais plutôt que je suis en colère. Voilà. Donc là, tu nommes Patricia Colère. Je trouve ça c'est vrai. Assez rigolo. Ouais, une saine colère en tous les cas. Ouais. Et donc voilà, et comme tu m'avais dit plutôt un ouvrage, j'ai réfléchi parce que c'est pareil, j'en avais plein à donner, mais bon, comme on est quand même sur ces questions de SS, j'ai lu il y a pas si longtemps, et surtout je l'ai rencontré il y a pas très très longtemps, puisque j'ai eu l'occasion et le grand plaisir de partager une table ronde avec lui à l'occasion de PopMind, qui est un événement qui est porté par l'UFISC justement. Et donc c'est Jean-Louis Laville, qui est un chercheur au CNRS, qui est aussi professeur au Conservatoire national des arts et métiers et qui est titulaire de la chaire économie solidaire. Donc je n'ai pas fait les choses quand même par hasard. Enfin, en tous les cas, il l'est encore. Je crois qu'il ne le sera plus très longtemps. Je ne suis même pas sûre que cette chaire soit maintenue. Voilà, donc ça donne aussi un peu l'état des choses. En tous les cas, j'espère qu'elle le sera, mais je crois que lui, de toute façon, va partir. Bref, et en tous les cas, j'ai lu il y a un an La fabrique de l'émancipation. Je donne le sous-titre parce qu'il est important, c'est Repenser la critique du capitalisme à partir des expériences démocratiques, écologiques et solidaires. Et voilà, et donc je trouve que c'est un livre super inspirant et qui reprend d'ailleurs des choses qu'on a traversées là, et notamment que Clémence aussi a pu dire, parce que en fait, il parle de la théorie critique par rapport au capitalisme, mais il ouvre il a écrit, ils sont deux, il est avec Bruno Frère, et ils ouvrent dans la deuxième partie du bouquin sur, voilà, à un moment, on est dans une impasse où on pense que on peut pas sortir du capitalisme parce qu'on est aliéné par nos propres systèmes de domination qui sont complètement intégrés, et il y aurait que des experts qui pourraient vraiment avoir cette objectivité pour en sortir, ou aussi peut-être quelques personnes comme les artistes justement, mais aussi il explique que finalement pour sortir du capitalisme, on offre qu'une voie assez radicale, il faudrait faire table rase. Enfin ça c'est la théorie critique, et donc on arrive un peu à une impasse comme ça, parce que faire table rase, la révolution, c'est beau, c'est romantique, mais c'est hyper dur. Et donc voilà, il bascule notamment avec les théories des philosophes du Sud et les sociologues du Sud, je sais pas comment on dit. Et il montre comment en fait il y a tout un tas d'expérimentations aujourd'hui qui sont en train de se faire par des luttes écoféministes, par des luttes écologistes, par des mouvements d'éducation populaire qui se repolitisent de manière très forte, par des mouvements d'agriculture, d'agroécologie, d'agriculture émancipatrice, par des gens comme des expérimentations comme Notre-Dame-des-Landes. Enfin voilà, qu'il y a plein d'expérimentations aujourd'hui déjà qui sont en train de se construire en fait.
et qui sont en train d'expérimenter d'autres modèles et qui sont force de proposition, et que c'est dans ces espaces-là qu'il y a des espaces d'émancipation très forts pour les individus, et que voilà, ils se questionnent, ils se réinventent et ils sortent de leur justement des conditions de la domination. Ils sont conscients en fait, ils sont pas du tout aliénés. Non. Et donc voilà, je trouve que ce livre c'est un bol d'air. C'est hyper intéressant parce que ça montre les mécanismes qu'on peut mettre en place et dont le capitalisme se sert aussi finalement pour régner un petit peu en maître et roi. Et en même temps, ça ouvre vers des possibles et surtout ça montre qu'il y a déjà des possibles en cours. Même si, ok, c'est pas facile, même si ça va peut-être prendre un peu de temps, peut-être pas tant que ça, parce que si tout commence à se fissurer et je trouve que là, on voit que les taux se resserrent, et ben, il y a déjà plein de gens qui sont en train d'expérimenter des choses et qui sont force de proposition, et peut-être que la clé, justement, c'est vraiment de pas essayer de chercher un autre modèle, mais bien des modèles, quoi. Et voilà. Donc, je conseille fortement la lecture de ce livre pour tous les gens qui s'intéressent à ça. Merci beaucoup Aurélie pour tout ce que tu viens de dire. Voilà, encore une fois, je me répète, désolé pour les auditeurs auditrices et pour toi aussi Aurélie, mais je trouve que ta pensée, ta parole viennent synthétiser énormément de choses qui ont été évoquées tout au long des 6 épisodes. C'est la clôture parfaite de toute cette exploration du monde de l'économie sociale et solidaire. Alors évidemment, ce n'est jamais que 6 personnes, parmi tant d'autres, des centaines et des milliers de personnes qui pourraient se succéder au micro. Si j'en avais le temps et l'énergie, ce serait avec un immense plaisir, et d'ailleurs c'est ce que je vais essayer de continuer à faire à ma manière, sur une autre thématique sans doute, sur une saison 3, qui serait, on en a parlé tout à l'heure, peut-être celle de l'éducation populaire notamment. J'ai très envie d'aller questionner des acteurs et actrices de l'éducation populaire aujourd'hui, et de tisser un portrait de ce qu'on appelle éduc-pop, et puis de voir les liens, et voilà comment tout ça coexiste déjà et fabrique déjà du vivre ensemble et du faire ensemble et de l'inventer ensemble. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la notion de la diversité, de gérer les désaccords. Je pense qu'en effet c'est une compétence absolument essentielle à développer pour les jeunes générations et les nôtres aussi. Et voilà, je suis ravi de rencontrer ta pensée, et je remercie Clémence encore pour la mise en connexion, et aussi pour je pense aux auditeurs auditrices qui, je n'en doute pas une seconde, seront très inspirés par tout ce que tu viens de dire, et donc iront peut-être acheter l'ouvrage de Jean-Louis Laville, La fabrique de l'émancipation, si je me trompe pas sur l'intitulé, si j'ai bien écrit. C'est une super recommandation, je t'en remercie beaucoup. Nous sommes malheureusement déjà sur la fin de l'enregistrement. Nous y sommes, ce sont les derniers mots de cette saison 2. Une saison 2 qui aura à nouveau été pour moi l'occasion de belles rencontres, très inspirantes, très engagées et très engageantes. Merci à toi donc Aurélie de m'avoir accordé du temps, même malade, même à distance. Merci également évidemment à Simon, à Françoise, à Cyril, à Yann et à Clémence, sans lesquels notre échange n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Merci à chacune d'avoir accueilli les micros de Parole et compagnie pour parler ESS, pour partager une vision du monde optimiste quand même, sociale, culturelle, engagée, engageante. J'ai déjà dit, mais je le répète, une vision qui alimente et alimentera sans aucun doute les boîtes à idées, les boîtes à projets et les boîtes à concret, passer au concret de celles et ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir pris le risque, entre guillemets, de témoigner de tout cela, d'avoir eu le courage aussi, je crois qu'il y a une forme de courage quand même, c'est une prise de parole comme celle-là, le courage d'incarner à votre manière, sensible, unique, le monde fabuleux. Alors on met des guillemets ou pas, ça dépend de chacune, de l'économie sociale et solidaire. Le réseau de mon réseau fait donc une petite pause, le temps de souffler un petit peu, de recharger les batteries, et puis, comme je l'ai dit, idéalement pour mieux repartir en 2025 sur différentes thématiques, notamment pourquoi pas l'éducation populaire, mais j'en ai d'autres en tête, j'en ai des idées, je n'en manque pas. Surtout, j'ai plein de gens super dans mon réseau à vous présenter, et j'ai encore plein de gens super à rencontrer. À suivre donc. Aurélie, je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Moi j'aime bien dire on lâche rien. C'est tout. Et ce sera un mot parfait pour finir. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi cette saison 2. Aurélie, grand merci, au plaisir de se retrouver ici ou là, moins malade et moins à distance, j'espère. Merci d'avoir joué le jeu malgré le rhume peut-être que tu as, je ne sais pas, mais malgré ta fatigue. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Aurélie. Au revoir. Une production Parole et compagnie.